Elle semblait appartenir à une ferme, pas à un champ de bataille. Jambes délavées, bottes de travail, mains calleuses à force de travailler au ranch. Mais lorsque Maya Chen prit ce fusil inconnu et réussit un tir impossible à 4200 mètres, tout le monde réalisa qu'ils avaient mal vu cette fille de la petite ville. La question qui les hantait n'était pas de savoir comment elle avait tiré. C'était de savoir qui elle était vraiment et ce qu'elle avait fait pour mériter cet indicatif qui faisait disparaître les tireurs d'élite ennemis dans la nuit. Le pick-up usé de Maya souleva la poussière alors qu'elle quittait l'autoroute 25 pour se diriger vers le champ de tir de Copper Canyon. L'air de décembre portait la morsure de l'hiver et les montagnes de Wind River se dressaient telles des sentinelles silencieuses sur un ciel maussade. Elle avait fait ce trajet tous les mercredis pendant 8 mois, arrivant toujours tôt pour éviter les guerriers du week-end qui considéraient le champ de tir comme leur terrain de jeu personnel. À 26 ans, Maya Chen paraissait plus âgée que son âge. Des cernes sous ses yeux marrons témoignaient d'une trop grande expérience. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une queue de cheval pratique. Une silhouette élancée grâce au travail acharné plutôt qu'aux abonnements en salle de sport. Le stand de tir était devenu sa thérapie. Recommandé par le docteur Marcus Webb lors de leur séance. Pete Garrison sortit du bureau du stand, barbe grise et casquette blanche de vétéran de la tempête du désert enfoncé. Il avait dirigé Copper Canyon pendant 18 ans. « Bonjour, Maya » lança-t-il. « Assez froid pour toi » répondit-elle en portant son étui à fusil sur son épaule. Les mots de son grand-père Chen résonnèrent dans sa mémoire. « Un fusil n'est pas qu'un outil, ma petite. » Sa responsabilité était manifeste. 4 étudiants déchargeaient du matériel coûteux d'un SUV neuf. Jake Morrison se tenait au centre, cheveux blonds, coiffé à la perfection, vêtu d'un camouflage neuf. « Je te le dis, Tyler, tout est une question d'équipement, » disait-il à Tyler Brooks, un jeune homme nerveux aux lunettes épaisses. Le nouveau Barrett M82 de mon père pouvait abattre un wapiti à 850 mètres sans difficulté. Connor Walsh hocha la tête avec enthousiasme, tout en se débattant avec un lourd étui à fusil. Jake tire depuis l'âge de 10 ans. Sa famille possède la moitié des pavillons de chasse du comté de Johnson. « Excusez-moi, mademoiselle. » Jake appela Maya avec une politesse condescendante. « Tu es là pour le cours de sécurité pour débutants? Mon pote Tyler aura peut-être besoin de compagnie pendant le cours de rattrapage. » Maya soutint son regard avec le même regard fixe qu'elle avait eu sur les combattants talibans. « Je vais me débrouiller, » dit-elle doucement. À l'intérieur, Linda Garrison sourit derrière le comptoir. « Ton couloir habituel, chérie. » Maya s'enregistra et paya pour le couloir 20, le plus éloigné des étudiants. Son arme était un simple Remington 700 qui avait appartenu à son grand-père. Crosse en bois poli par des décennies d'utilisation. La portée est élevée, annonça Pete dans le haut-parleur. La distance maximale aujourd'hui est de 1200 mètres en raison des conditions atmosphériques. Jake ricana bruyamment. 1200 mètres. Mon grand-père pouvait tirer plus loin avec des viseurs en fer. Pendant l'heure qui suivit, Maya effectua son entraînement avec une précision mécanique. Chaque tir maintenait la mémoire musculaire et le contrôle de la respiration qu'il avait maintenu en vie à l'étranger, tout en lui fournissant une concentration méditative qui apaisait le chaos mental, les étudiants faisaient plus de bruit et obtenaient moins de succès. Les vantardises de Jake concernant son équipement ne se traduisaient pas par des tirs précis et sa frustration grandissait à chaque raté. « Cette lunette doit être défectueuse », se plaignit Jake après son 6e raté à 650 mètres. « Je ne peux pas tirer aussi mal. » Le docteur Marcus Webb arriva à midi, portant son M1 Garand de l'armée. À 63 ans, il se déplaçait avec une précision méticuleuse. Webb hocha la tête vers Maya, remarquant sa posture détendue et son approche méthodique. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-il pendant une pause. « Mieux » répondit Mia. Webb comprenait que les progrès se faisaient par petites touches. Dans l'après-midi, le tir de Jake empirait à mesure que la frustration montait. Il avait essayé 3 fusils différents, convaincu qu'un dysfonctionnement de l'équipement expliquait ses faibles performances. Tyler surpassait même son ami vantard. « Je ne comprends pas, » dit Jake d'une voix forte. « Je fais ça depuis des années. Ces stands doivent avoir des problèmes d'installation. Pete en avait assez. Mon fils, tu appuies trop fort sur la détente et tu retiens ton souffle. L'équipement ne corrige pas la technique. » Jake rougit. « Je sais tirer. Peut-être que cet endroit n'est pas fait pour les tireurs sérieux. » « Vraiment ?
répliqua Pet d'un ton tranchant. Tu aimerais peut-être faire une démonstration de ton adresse au tir. S'ensuivit un équipement coûteux donnant des résultats médiocres. Jake réussissait à viser des cibles à 400 mètres avec une régularité raisonnable, mais au-delà, il révélait ses limites. D'autres tireurs se rassemblèrent pour regarder, attirés par ses fanfaronnades. Le public rendit Jake plus nerveux et ses tirs devinrent irréguliers sous la pression. En fin d'après-midi, Pet avait perdu patience. Il avait vu 15 tireurs tenter des distances diverses avec des résultats mitigés, mais les plaintes de Jake avaient créé une frustration générale. « Il y a des tireurs d'élite ici ?» s'écria Pet, exaspéré, car apparemment personne d'autre ne peut toucher la bordée d'une grange aujourd'hui. Avant de continuer, merci d'indiquer d'où vous regardez et de vous abonner à la chaîne. De son coin, couloir 20, Maya Chen posa son café et se leva. Le mouvement de Mia attira l'attention de tous. Jake se retourna, s'attendant à voir un autre passionné du week-end se ridiculiser. Au lieu de cela, il vit une femme élancée en jean délavé s'approcher d'un pas décidé. « Je vais essayer », dit simplement Maya. Les sourcils de Jake se haussèrent. « Vous plaisantez, n'est-ce pas, madame? Je tire en compétition depuis le collège, et même moi, j'ai des difficultés aujourd'hui. » Sans vouloir vous offenser, poursuivit Jake d'un ton condescendant. Mais il y a le cisaillement du vent à distance, les variations de pression atmosphérique, les problèmes de parallaxe. Tu devrais peut-être t'en tenir à des cibles plus proches jusqu'à ce que tu aies plus d'expérience. Maya ne répondit pas. Elle se dirigea vers le support d'équipement et choisit une Remington 7 Sense in 308 Winchester standard, vérifiant le mécanisme à verrou et examinant la lunette. C'est une bonne carabine, observa le Dr. Webb. Mais elle n'est pas réglée à 0 pour toi. Cela pourrait considérablement altérer la précision. Je vais ajuster, répondit Maya en vérifiant l'équilibre et la longueur de la traction. Pet se dirigea vers le poste de contrôle. À quelle distance penses-tu? 4200 mètres, dit Mia sans hésiter. Un silence complet s'installa. Même Jake cessa de gigoter. 4200, Quina Connor. Ça fait plus de 2,5 mètres. 4,2 km, en fait, corrigea le Dr. Webb, observant Maya avec un intérêt nouveau. Jake rit d'un air incertain. C'est ridicule. Personne ne tire à 4200 mètres sans équipement spécialisé, dans des conditions parfaites et sans années d'entraînement. Pet parut hésitant. Maya, j'ai des cibles jusqu'à 1800 mètres maximum. Des rafales de vent à 24 km/h. La visibilité n'est pas idéale. Peux-tu installer quelque chose à 670 mètres? Demanda calmement Maya. Juste quelque chose de visible. Pet récupéra un cône de sécurité orange. Il y a une crête à environ 4200 m, je pourrais aller la localiser en voiture. Mais repérer l'impact serait quasiment impossible. Je vais la repérer, proposa le Dr. Webb en sortant une longue vue d'observation puissante. Jake secoua la tête. Quel est votre parcours? Où avez-vous appris à tirer? L'expression de Maya vacillait, comme de la douleur. Ici et là, dit-elle doucement. La nouvelle se répandit rapidement. En 45 minutes, une trentaine de personnes s'étaient rassemblées, dont Luis Ramirez, du ranch de sa grand-mère. Luis avait servi en Irak et avait reconnu quelque chose dans l'attitude de Mia. La concentration sereine de quelqu'un mis à l'épreuve sous le feu. « Vous êtes sûr de vous, mademoiselle Maya ?» demanda Luis doucement. « Beaucoup de gens vous regardent. »« J'en suis sûr, » répondit Mia en ajustant minutieusement sa lunette. Jake s'autoproclama commentateur. « Voyez, le tir à très longue distance ne se résume pas à la visée. Il y a la chute de la balle, la dérive du vent, l'effet Coriolis, les variations de température. L'effet Coriolis est négligeable à cette distance, dit Maya, sans lever les yeux. La chute de la balle sera d'environ 14,4 mètres. La dérive du vent dépend de la lecture des conditions environnementales en temps réel. Jake resta bouche bée devant sa précision technique. Le Dr. Webb installa sa lunette d'observation tandis que Pet confirmait le positionnement de la cible. Cône orange sur la ligne RGLE à 4250 mètres par GPS. Maya prit position, ajustant le bipied. Sa respiration ralentit pour retrouver le rythme contrôlé appris à Fort Benning. À travers la lunette, la crête lointaine était une ligne floue. Le cône apparaissait comme un minuscule point orange. Le Dr. Webb rapporta que le vent tournait de 16 à 20 km/h au nord-ouest, de façon irrégulière, avec des courants thermiques provenant de ce versant sud. Maya hocha la tête,
analysant les conditions qui affecteraient le vol de ses balles en 3,2 secondes. Elle chambra une cartouche de 308, trouva la détente et appuya pour assouplir la détente. « C'est impossible », murmura Jake avec moins de certitude. Maya observa les mouvements du vent dans la végétation entre sa position et sa cible. Des années de combat lui avaient appris à déchiffrer les signes que les tireurs occasionnels manquaient. Elle prit une inspiration, relâcha à moitié, maintint son tir, son rythme cardiaque ralentit, le réticule se stabilisa légèrement à gauche et au-dessus du cône, compensant la dérive et la chute. La détente se brisa net. Le fusil se cabra contre son épaule. La détonation résonna dans tout le champ de tir, suivi d'un silence total, tandis que les gens retenaient leur souffle. Le docteur Webb observait à travers sa lunette. 3,2 secondes lui parurent une éternité. « Je vois de la poussière », dit soudain Webb. L'impact. Bon sang, elle l'a touché. Le cône a bougé. Elle a vraiment touché ce satané truc. Le silence laissa place au chaos. Jake blêmit. Tyler resta bouche bée tandis que Connor tâtonnait son téléphone. « Montre-moi cette lunette », exigea Jake en tendant la main tremblante. Accès bloqué par le web. « Laisse-la un instant », continua-t-il à observer. Les cônes ont bel et bien touché, inclinés à 40 degrés vers la droite. Maya resta immobile, analysant la séquence de tir. Tout semblait correct. La radio de Pete grésillait depuis la zone cible. Bon, je vais être damné. Touché en plein centre. Il a arraché un morceau et l'a projeté de côté. J'ai trouvé le fragment juste là. La foule explosa, mais Maya actionna simplement la culasse, attrapa la douille éjectée, l'examina brièvement, puis commença à sécuriser le fusil. « Où as-tu appris à tirer comme ça ?» demanda Louise doucement. « À divers endroits », répondit Maya en évitant le regard et en retirant le chargeur. Jake s'approcha, l'arrogance remplacée par la curiosité. « C'était incroyable. Quel genre de formation militaire avez-vous reçu ?» La question flottait comme une fumée. Les mains de Mia s'immobilisèrent brièvement. Un silence, remarqua le docteur Webb. « Je devrais rentrer », dit Mia en nettoyant le fusil. Les chevaux de train n'attendent pas. Pete revint avec le cône endommagé. « Jeune fille, je dirige ce stand depuis 18 ans. Maya, on devrait se parler bientôt. » Ce niveau de compétence a un coût qui nécessite parfois une attention professionnelle. Elle croisa brièvement son regard. Il vit quelque chose qui confirmait ses soupçons. « Peut-être, » répondit Maya, puis le dépassa. Jake n'avait pas terminé. « Attendez, s'il vous plaît. Je me suis trompé sur vos capacités, mais ce que vous avez fait est tout simplement impossible. Vous devez le comprendre. » Maya s'arrêta à la porte. Quelque chose dans l'humilité sincère de Jake la fit se retourner. « Rien n'est impossible si l'on comprend les variables, » dit-elle simplement. Vent, température, humidité, pression, mouvement de la cible, munitions, caractéristiques du fusil, stabilité du tireur. Tenez compte de suffisamment de variables avec précision et la balle atteint votre cible. Mais comment tenir compte de variables que vous ne pouvez pas mesurer ? Demanda Tyler avec une curiosité sincère. L'expression de Maya s'adoucit légèrement. On apprend à lire les signes. Mouvement de la végétation, motif de poussière, miroitement de chaleur, trajectoire de vol des oiseaux, motif d'ombre. Tout raconte une histoire si l'on sait écouter. Le docteur Webb hocha la tête. La sensibilisation à l'environnement à ce niveau est un entraînement militaire spécialisé. Ce commentaire suscita l'approbation des vétérans, mais attira l'attention du nouveau venu Clint Rhodes, Donovan, le contremaître du ranch de Westfield. Rhodes était compact, nerveux, le regard calculateur. « Tout un spectacle », dit Rhodes d'un ton neutre. « Les nouvelles se répandent vite quand quelqu'un fait une telle nouvelle. » Louise se plaça entre Rhodes et Maya. Ces hommes avaient des antécédents en matière de litige sur les droits d'eau. « Juste de l'entraînement au tir », dit Louise d'un ton neutre. « Rien d'intéressant. » Rhodes sourit sans chaleur. Un tir de niveau militaire provenant de sources inattendues rend la conversation intéressante, surtout s'il s'agit de personnes ayant une formation spécialisée. Le docteur Webb s'avança. « Monsieur Rhodes,
Vous faites des suppositions injustifiées. Mademoiselle Chen a fait preuve d'un excellent tir, rien de plus. Mademoiselle Chen du ranch Chen sur la route départementale 47, répondit Rhodes en prenant des notes. La propriété bordant la zone de développement Riverside. La question fit l'effet d'un coup de poing. Le visage de Maya devint inexpressif. Une absence de concentration que les soldats avaient apprise lors d'interrogatoires hostiles. Louise s'approcha. « Quel intérêt avez-vous pour la propriété Chen ?»« Juste une connaissance du quartier, » répondit Rhodes d'un ton sec. « Monsieur Westfield aime se tenir informé des activités qui affectent les intérêts commerciaux. Pet en a eu assez. Le spectacle est terminé. C'est une entreprise. Ce n'était pas une mairie. Si vous ne tirez pas, dégagez. » La foule se dispersa, mais Rhodes s'attarda, observant Maya d'un air calculateur. Elle soutint son regard droit dans les yeux. « Saluez votre grand-mère de ma part, » dit Rhodes en partant. Rosa Chen est un véritable pilier de la communauté. Dommage que quoi que ce soit ne vienne perturber sa paisible retraite. La menace subtile était évidente. Louise s'avança, mais Maya le saisit par le bras. « Merci pour le message, » dit-elle, adorable. Je vais le transmettre. Après le départ de Rhodes, le docteur Webb s'approcha de nouveau. Il ne s'agissait pas de tir. C'était de la reconnaissance. Quelqu'un s'intéresse beaucoup à vous et à votre famille. Maya hocha la tête. Le projet Riverside. Grand-mère subit des pressions pour vendre un terrain reliant la station balnéaire au ranch de Westfield. Quelle pression? Demanda Webb d'un ton professionnel. Assez. Elle perd le sommeil. Appel téléphonique, visite d'avocat, allusion à des avis d'imposition. Rien de ouvertement menaçant, mais persistant. Au Louise cracha. Westfield veut ce terrain pour le développement touristique. Impossible de construire sa station balnéaire sans relier l'accès à la rivière à son propriété principale. Les 32 hectares de votre grand-mère se trouvent pile sur son itinéraire prévu. La démonstration de Maya avait attiré une attention indésirable, révélant une surveillance dont elle n'avait pas conscience. Alors qu'elle se dirigeait vers son camion, Jake lança « Tu reviendras la semaine prochaine ?» Maya marqua une pause, réfléchissant aux implications. Revenir signifiait accepter l'attention que ses compétences suscitaient. S'éloigner signifiait abandonner la routine thérapeutique qui l'aidait à gérer la situation. On verra bien, dit-elle en conduisant dans le crépuscule naissant du Wyoming. La paisible jeune fille du ranch, en quête de guérison par le tir thérapeutique, avait révélé des capacités qui allaient tout changer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Ghost, l'indicatif d'appel gagné grâce à sa volonté démontrée d'accomplir toutes les missions requises, se cachait à la vue de tous. Alors que Maya se dirigeait vers le ranch de sa grand-mère, le poids familier des responsabilités pesait sur ses épaules. Elle était venue à Buffalo en quête de paix et d'anonymat, espérant guérir de ses expériences de combat dans une relative obscurité. Au lieu de cela, elle était entraînée dans un autre conflit menaçant non seulement sa fragile stabilité, mais aussi le foyer de sa grand-mère et la communauté qui lui offrait un refuge. Son grand-père Chen le lui avait dit avant son premier déploiement. L'arme la plus puissante qu'un guerrier puisse posséder est le courage d'être exactement qui il est censé être. Demain, elle déciderait si Maya Chen, l'aide du ranch, pouvait continuer d'exister ou si Ghost émergerait pour protéger l'essentiel. Ce soir-là, elle n'était qu'une petite fille rentrant à la maison pour aider aux tâches ménagères du soir, porteuse de secrets qui pourraient tout changer si les mauvaises personnes les découvraient. La transformation de vétéran anonyme en protectrice de la communauté était sur le point de commencer, qu'elle le veuille ou non. Car certaines personnes sont faites pour être des armes, et le seul choix est de savoir qui peut viser.